à tous. Avant de commencer, j'aimerais remercier chaleureusement Greta Komurtiloa et l'ensemble des organisateurs de ce colloque pour avoir l'opportunité de venir présenter des travaux qui me sortent un peu de mon champ de recherche habituel et qui me permettent de me consacrer à un nouveau champ, Dédé Korkut, en contexte multiculturel. Le livre de Dédé Korkut, ou Kitabi Dédé Korkut, retrace une illustre geste épique et en témoigne en premier chef le long sous-titre de l'œuvre, c'est le sous-titre qui a été donné dans la traduction française, je cite, dans la langue de la gente oguz, récit de la geste oguz de Kazan Bey et autres. Restant relativement peu connue en Occident, cette œuvre datant du Moyen-Âge s'est vue décerner dans l'année 2000 le prix de l'UNESCO. L'année 2016 marque également le 201e anniversaire de la première version écrite de l'œuvre qui, je cite l'UNESCO, constitue une partie importante du patrimoine culturel commun des États et des communautés turciques. Commençons par présenter brièvement l'œuvre à l'étude, car le colloque, on l'a vu, offre de nombreux dialogues autour de l'œuvre. Tout d'abord, l'auteur de Dédé Korkut est anonyme. Ensuite, si la tradition orale fait remonter le récit au XIe siècle sensiblement, la première version a été consignée assez tardivement, autour du XVe siècle. Tout ça selon une ancienne tradition d'Asie centrale. Cette tradition a donc puisé dans un fond commun qui était autrefois diffusé par les Achiques. Le manuscrit original ne présente aucun colophon qui permettrait de dater précisément l'œuvre. Il est néanmoins fait mention à une date, celle du décès de Osman Pacha, survenu en 993 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1585 de l'ère chrétienne. C'est en 1915 que le Kitabi Dédé Korkut a été pour la première fois publié en Turquie, et ce, d'après deux manuscrits. Le premier, connu sous le nom de manuscrit de Dresde, dont vous avez une reproduction juste derrière moi, qui date du XVIe siècle, et le second, le manuscrit du Vatican, qui a été trouvé par Ettore Rossi à la bibliothèque du Vatican en 1938. Telle que nous la connaissons, alors là j'insiste, c'est en Occident telle qu'elle est arrivée dans l'ère francophone. Cette épopée est issue de la traduction de langue allemande faite par l'orientaliste von Dies en 1815 sur la base du manuscrit de Dresde, travail qui sera complété par la suite par le manuscrit de Vatican au XXe siècle. C'est d'ailleurs à partir de ce manuscrit qu'existe à l'heure actuelle la traduction en français. Et avant de commencer ma communication à proprement parler, je tenais, dans un souci d'honnêteté intellectuelle, à préciser que je ne parle pas le turc, que je ne peux donc pas le lire. Donc mon propos est vraiment de travailler à partir du dialogue qui se fait au niveau de la traduction. Comment la traduction a finalement importé Dédé Korkut au niveau de la France et de l'ère francophone. Ce qui m'amène à mon premier point, les remarques préliminaires. Arrêtons-nous sur un fait tout à fait particulier de la traduction proposée en 1998, donc assez récemment, par Louis Bazin et Altan Gökalp aux éditions Gallimard. Première chose marquante, c'est le choix de la collection. En faisant paraître la traduction de Dédé Korkut dans la collection Aube des peuples de Gallimard, l'horizon d'attente du lectorat est, dès la prise en main de l'ouvrage, orienté vers la découverte d'une identité nationale en construction. Il est frappant de voir à quel point ce fait tend à inscrire le livre de Dédé Korkut dans un ouvrage fondateur et surtout fédérateur. Car cette collection regroupe en effet de grandes épopées mythiques, ça va du Kalevala finnois jusqu'à la geste des Danois. Dès lors, l'œuvre qui nous intéresse acquiert pour le lectorat francophone contemporain, donc 20e, 21e siècle, le statut d'œuvre fondatrice et de fait, ça devient une œuvre à découvrir. De plus, cette traduction en langue française s'accompagne d'un appareil critique conséquent, c'est-à-dire que sur les 239 pages que compte l'ouvrage, 55 sont consacrées à la contextualisation de l'œuvre. Cela sans compter les notes qui ont été rédigées par Altan Gökalp. La volonté de traduire Dédé Korkut est donc à un double niveau, non seulement au niveau d'une traduction linguistique, bien sûr, car les traducteurs ont travaillé à partir du turc vers le français, mais aussi et surtout au niveau culturel. La traduction rejoint ici son sens étymologique de trans ducere, c'est-à-dire conduire au travers, amener au-delà. L'entreprise de Louis Bazin et d'Altan Gökalp relève donc ici explicitement de la traductologie, le but étant d'éviter toute trahison
et de donner à voir la démarche scientifique qui a présidé à l'établissement de l'édition. Si l'on se place du côté des études de la réception, la perspective interculturelle apparaît clairement. Le lecteur francophone est invité à s'intéresser aux dimensions historiques et culturelles de l'œuvre, et ce, dès la première ligne de la préface. Voilà ce que nous disent les deux éditeurs. Je les cite. « Le cycle de Dédé Korkut occupe une place de choix parmi les grandes épopées de notre patrimoine, à l'instar d'un Kalevala, de Gilgamesh ou de l'Iliade. Si l'œuvre reste, par contre, peu étudiée dans l'ère francophone, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans l'ère turcophone ou dans l'ère anglophone, Yaşar Kemal, un des grands romanciers turcs du XXe siècle, qui est d'ailleurs connu pour son style épique, hausse néanmoins le livre Dédé Korkut au rang de patrimoine mondial. Le préfacier prend néanmoins soin de préciser l'œuvre Dédé Korkut a deux aires de diffusion privilégiées, la première en Anatolie, surtout l'Anatolie du Nord, et la deuxième, l'Azerbaïdjan. Ce qui m'amène à mon premier point, le multiculturalisme et la construction d'un passé glorieux. Le livre de Dédé Korkut se compose, on le sait, d'un prologue qui va être suivi de 12 récits, qui, s'ils peuvent être lus de manière indépendante, forment un ensemble qui est relié par des éléments textuels récurrents. Cette œuvre s'apparente finalement aux chansons de gestes qu'on retrouve en Occident, c'est-à-dire, je cite, c'est le trésor de la langue française informatisée, un ensemble de poèmes en vers du Moyen-Âge, narrant les hauts faits de héros ou de personnages illustres. Ainsi, l'œuvre présente un passé commun glorieux, et d'autant plus commun qu'à l'heure de l'écriture de l'œuvre, c'est-à-dire à partir du moment où elle a été réunie, l'Empire ottoman était particulièrement vaste et les tribus qui le composaient étaient particulièrement différentes. Le peuple ogouze représente donc le cadre dans lequel se déroulent ces 12 récits. Vivant originellement au nord de la mer d'Aral, les Oghuz firent partie de la grande migration des Turcs au Xe et au XIe siècle, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'œuvre. Dédé Korkut nous précise que cela s'est fait vers le sud-ouest, à partir de l'Asie centrale. Dès le XIe siècle, la figure des Oghuz est fédératrice. Les Ottomans se réclament de Oghuz Khan et donc de descendance Oghuz. Ce fait est d'autant plus important qu'il éclaire la construction d'une identité nationale. Dès le XIVe siècle, les historiens turcs ottomans rendent compte de cette volonté identitaire et contribuent à la diffuser. L'ouvrage s'inscrit dans le genre de l'épopée, comme nous l'avons déjà souligné. Jean Dérive, dans son étude sur le genre épique, souligne d'ailleurs, je le cite, que la narration épique émergerait lorsqu'une société aurait besoin d'exalter sa propre culture et de lui trouver une justification mytho-historique par l'épopée. Ce faisant, le critique nous donne à voir, et c'est vraiment le fond de Dédé Korkut, une fonction culturelle du genre épique. Si en Occident du moins, l'épopée apparaît comme un genre mort, la fonction fédératrice reste, elle, complètement actuelle. Elle permet à la fois 2 points. Le premier, une rencontre interculturelle. Le second, une cohabitation multiculturelle. Le livre de Dédé Korkut amène son lectorat à parcourir l'Empire ottoman, et plus spécialement le territoire oghouze. Ce voyage physique à travers le Caucase représente surtout l'occasion d'amener à présenter les us et coutumes, les valeurs, le mode de vie des Oghuz, en le présentant comme unifié et homogène, mais aussi de délimiter un territoire national. Cela se fait notamment en mettant en scène une quête initiatique récurrente, celle d'un jeune garçon que ses aventures vont amener du statut de jeune homme au rang d'homme et surtout au rang de héros de l'histoire. La plupart des récits de Dédé Korkut sont construits sur cette structure. Un jeune homme qui ignore les règles sociales, les apprend, les incorpore, jusqu'à devenir finalement un héros populaire. Il en va ainsi notamment de Bujac, d'Oruz, qu'on retrouve dans 3 récits différents, de Beyrek et de bien d'autres. Comme le souligne Monire Akbarpuran dans son article intitulé « Vers l'étude du travail épique dans le livre de Dédé Korkut », l'initiation rituelle du jeune héros entraîne un double mouvement qui est représentatif des besoins de la dynastie ottomane à l'époque. Dans un premier mouvement, c'est au jeune homme de s'adapter aux us et coutumes pour acquérir une place dans la société et donc acquérir une légitimité sociale.
Dans un mouvement retour, c'est la culture dominante qui va se transformer sous la poussée exercée par la jeune génération. C'est-à-dire que d'un côté, la dynastie ottomane demande une soumission aux règles communes, de l'autre, il y a quand même une assimilation qui permet d'avoir des bornes flexibles. La métaphore est donc filée autour de la figure du jeune homme. Les tribus ont à faire l'effort d'intégrer les normes de la vieille, entre guillemets, dynastie ottomane, qui en retour acceptera les mutations sociales. Sur fond de guerre et de bravoure, c'est donc toute la société ogouze qui est mise en scène. Face aux événements historiques qui sont réels, une des fonctions de l'épopée est de donner donc du sens. Dédé Körkut agence les événements de manière, je cite, à plaquer un ordre extérieur sur le chaos réel. Ainsi, il rend sa complexité aux événements historiques. Le pouvoir ottoman reste glorifié et légitimé par les prophéties performatives de Dédé Körkut. Je donne un exemple. Dédé Körkut déclara « À la fin des temps, le règne reviendra aux cahiers. Personne ne les en dessaisira, jusqu'à ce que, la fin des temps étant venue, survienne le jugement dernier. » Ainsi évoquait-il la dynastie ottomane qui précisément poursuit dans sa durée. Les dynasties ottomanes, donc, sont pérennes et proclamées, alors, non seulement par Dieu, mais aussi par le destin. Dans la lignée des travaux de Michael Maker, je pense que cette épopée a pris le relais finalement de la loi et du droit pour organiser une société, fondant et accompagnant ainsi le processus de transformation sociétale. Ce qui m'amène à une question qu'on a déjà eu l'occasion un peu de soulever ce matin, mais l'angle d'approche sera un peu différent. Qui est au fond Dédé Körkut ? Alors, cette question, car elle agite la critique qui va osciller sans cesse entre deux hypothèses. La première, celle d'un personnage ayant existé, et la seconde, la figure du conteur. Altan Gökalp et Louis Bazin en viennent eux aussi à consacrer une partie de leur introduction à cette interrogation. Alors, tout d'abord, on l'a vu ce matin, on l'a entendu, Dédé Körkut est un Dédé. Si cela peut désigner un grand-père, c'est surtout la fonction sociale qui est visée par le récit. Il y apparaît comme un sage, comme un chef religieux, voire comme un chaman, qui intervient sporadiquement dans la vie du peuple ogouze pour apporter des conseils et éventuellement régler des problèmes. Le barde, parce qu'il va être désigné ainsi dans l'œuvre, est celui qui détient la sagesse, le bon sens et finalement une forme de préscience. Voilà ce que nous dit la traduction française. Si les eaux se rejoignent et débordent, la mer ne s'emplit pas pour autant. Dieu n'aime pas celui qui prend de grands airs. Qui se croit supérieur n'a pas de bonheur. On ne prend pas la route sans sacrifier un bélier noir. On ne met pas l'adversaire en déroute sans frapper de sa bonne épée d'acier noir. On ne se fait pas un renom sans sacrifier de bien. Et la liste continue sur 3 pages. Voilà ce qui est dit à son sujet, participant à la construction narrative du personnage. Et on garde vraiment un personnage hors norme. Je n'étais que Dédé Körkut, rien que Körkut. Et c'est bien suffisant. N'est-ce point, la pierre de lumière qui a fait de moi Père Körkut ? N'est-ce pas la pierre de lumière qui a fait de moi un Dédé ? Voilà ce dont j'ai rêvé. Mon Khan, dans mon rêve, j'ai vu, et ça continue. Dédé Körkut incarne donc une sorte d'ordre supérieur, régissant le monde et maîtrisant les secrets. Dès le prologue, il est dépeint sous les traits d'un médium entre Dieu et les hommes. Le texte précise « Celui-ci était un parfait connaisseur des oghuz, tout ce qu'il disait se réalisait, il donnait toutes sortes de nouvelles du monde caché. Le Très-Haut les inspirait à son cœur. Il est donc celui qui connaît les identités et peut communiquer avec tous. Il donnera d'ailleurs leur nom à Bugaj et à Beyrek. Il pourra, lui, de son côté, traiter avec le fou Deli Kachar, et c'est lui qui traitera aussi avec des Pégueuses. Ainsi, le barde Dédé Körkut est-il prophète en son pays, car il peut guider vers le salut, qui, dans ce cas précis, est à la fois un salut religieux, mais aussi un salut politique. S'il est un des personnages récurrents à l'œuvre, ce sont ses propres chants qui servent de cadre narratif. Il clôt systématiquement les récits par ses bénédictions, donnant à voir ce qui représente le bien et ce qui est juste. Sur un fond de complexité sociale, avec des tribus de coutumes différentes, et sur un fond de colonisation, le livre de Dédé Körkut simplifie donc la situation, ce que nous retrouvons dans les explications politiques que l'œuvre apporte. Je cite, « Le garçon demanda « Qu'est-ce que cela signifie, l'ennemi à la religion égarée ?»
Kazan, donc son père, répondit « Fils, ceux qu'on appelle les ennemis, ce sont ceux que, si nous les rencontrons, nous tuons, et qui, s'ils nous rencontrent, nous tuent. » Oruz reprit « Père, si parmi eux on tue de nobles braves, est-ce qu'il y a vendetta? Est-ce qu'on vous demande des comptes ?» Kazan répondit « Fils, tu peux tuer 1000 mécréants à la religion égarée, et voici une bonne occasion. » Cela nous renseigne finalement sur un des moyens possibles de générer une identité nationale forte, l'ennemi commun. Nous le voyons souvent sur la scène politique internationale, aujourd'hui encore ça marche très bien. Désigner un « eux » permet de faire émerger un « nous » fédérateur autour de cette figure de l'étranger. Ainsi, les personnages de Dédé Körkut, que ce soit Bayındır Khan, mais aussi d'autres protagonistes, en viennent à incarner et à dire l'ordre pour le faire advenir. C'est ce que Mikhail Bakhtin, un des plus grands penseurs du genre épique, précisait dans son œuvre Épopée et roman. Alors, j'ai que la traduction en anglais. There is no place in the epic world for open-endedness, indecision, indeterminacy. There are no loopholes in it through which we glimpse the future. It suffices into itself, neither supposing any continuation nor requiring it. Ce qui m'amène à mon dernier point, l'épopée nationale est un exemple précis de micro-lecture, le 8e récit, celui de Dépégueuse. Alors, j'aimerais m'arrêter sur le personnage de Dépégueuse, justement pour illustrer le propos et montrer comment le multiculturalisme est à l'œuvre dans Dédé Körkut. Alors, ce 8e récit va narrer l'histoire d'un géant, en fait c'est un cyclope, et là j'aurais apprécié de pouvoir en parler ce matin plus avant avec Gian Eustache qui a parlé exactement du même récit. Donc c'est un géant à tête blanche et mangeur d'hommes, nommé Dépégueuse. Les ressemblances avec le cyclope Polyphème au livre 9 de l'Odyssée ont amené d'ailleurs Phondis au XIXe siècle à faire l'hypothèse d'un emprunt grec aux traditions orales d'Asie mineure, ce qui entraîna bien sûr de nombreux débats. Il n'est pas question ici de trancher cette question, néanmoins je vois ici une manifestation nette de la circulation des mythos fondateurs. Alors juste 2 épisodes qui permettent justement de voir comment le multiculturalisme fonctionne dans l'œuvre. Alors, le premier épisode de ce récit est en fait une histoire enchâssée dans le récit principal. Il raconte comment l'enfant de Uruz Koja, un noble oghuz, a été séparé de sa famille par une attaque ennemie, nourri par une lionne, puis ramené avec difficulté pour vivre parmi la société. Alors, avec difficulté car il était convaincu d'une ascendance animale. Et c'est Dédé Körkut, dans une figure complètement identitaire et fédératrice, qui va permettre de lui rendre son statut. Je cite le texte. Dédé Körkut vint lui dire « Mon fils, tu es un être humain. Ne fraie pas avec les bêtes. Viens, monte de beaux chevaux, mesure-toi de beaux braves. » Et il poursuit. « Le nom de ton frère aîné est Köyan Selçuk. Que tu prennes Bassat pour nom. Va, je t'ai donné ton nom, qu'Allah t'accorde tes années d'âge. » Le garçon, qui jusque-là était mi-homme, mi-lion, n'est finalement humanisé que lorsque Dédé Körkut, qui est le gardien de la tradition oghouze, fait appel à son intellect et lui donne des habitudes sociales pour le mettre sous la protection de Dieu. Pour le dire dans des termes rousseauistes, finalement, ce que fait Dédé Körkut ici, c'est qu'il fait passer de l'état de nature, avec un côté sauvage, à l'état de culture, c'est-à-dire à un état civilisé, et ici, la civilisation passe par la dynastie ottomane. En parallèle, un berger d'Uruz Koja, le père de Bassat, s'unira à une péris, c'est un monstre merveilleux, et de cette union naîtra un fils qui sera nommé Dépégueuse. Son corps est celui d'un homme, mais il a un œil unique au sommet du crâne. Uruz Koja, le personnage principal, va prendre l'enfant, demander à l'adopter, et ce faisant fera de lui l'égal de Bassat, c'est-à-dire qu'en fait on rentrera dans un système où on a vraiment 2 frères qui cohabitent. Voilà ce qu'il dit tout de suite. « Mon Khan, confiez-le-moi, je le nourrirai avec Bassat. » De par son ascendance merveilleuse, Dépégueuse apparaîtra comme un héros, mais ce sera le miroir inversé de ce qu'on a avec Bassat, il sera un héros monstrueux. Il ne parvient pas à contrôler ses instincts, il dévore les habitants du pays, et de fait, il sera chassé de la société des hommes. En fait, à partir du moment où il est chassé, l'épisode initiatique est clair. Les pratiques sociales sont présentes pour réguler les comportements. Celui ou celle qui ne peut pas s'y plier sera de fait chassé de la société.
Ainsi, c'est le topos des frères ennemis qu'on voit réapparaître dans cette œuvre. Alors le topos des frères ennemis, on a bien sûr Abel et Caïn, Romulus et Rémus, Éthéocle et Polynice, et ainsi de suite. Ils apparaissent, que ce soit Bessate et Dépégueuse, avec des caractéristiques inversées. Le héros comme le monstre sont des combattants qui se livrent à des raids et à la guerre, mais cette similitude vise surtout à mettre en avant une différence fondamentale. La violence de Bessate, en s'exerçant contre les infidèles, est conçue comme légitime et juste, alors que la brutalité de Dépégueuse s'exerce à l'encontre de son propre clan. Ce qui m'amène à la conclusion. Ainsi, comme toute perspective nationaliste, l'œuvre instaure un système de valeurs qui, s'il demeure complexe, reste éminemment clair et simple. La soumission aux normes sociétales ottomanes relève du bien commun et du vivre ensemble. La seule élévation possible passe donc par une incorporation des valeurs et des us et coutumes. Le livre de Dédé Kerkhout tend bien finalement à réunir une identité nationale, pour le coup au singulier, et dans une construction multiculturelle. Il s'agit donc d'unifier une nation dans les différences et de transformer la société en profondeur, pour reprendre les termes de Florence Goyet. D'un point de vue culturel, c'est bien tout un système de valeurs qui est transmis par le biais du livre. Cette œuvre a permis de fédérer, à travers les siècles, différentes ethnies différentes d'Asie mineure, réunies en fait par une institution sociale ottomane. La perspective nationaliste est donc indissociable de l'interculturalité, car c'est ce que disait Tzvetan Todorov, l'interculturel est constitutif du culturel. Et pour finir, je voudrais juste montrer en fait que le mythe de Dédé Kerkhout en fait reste actuellement particulièrement vivace dans l'ensemble des arts. Alors, en 2005 est paru le manuscrit inachevé qui a été écrit par Kamal Abdullah, qui revisite le mythe de Dédé Kerkhout. Mais on retrouve aussi de nombreuses adaptations musicales, parmi elles le Nazaraïlé, Dédé Kerkhout, qui a été adapté au XXe siècle, ou encore le Dedem Kerkhout, là aussi qui est une adaptation musicale récente. Mais surtout, et c'est ce que je voulais vous montrer, on le retrouve aussi au niveau filmique, où on retrouve alors des histoires racontées. Yazan Dédé Korkut. Seslendiren Cüneyt Türel. On retrouve le saz. En fait, il y a toute la mise en scène musicale qui suit le texte. Et le texte commence. Meğer hanım, Oğuz'da Doğa Kocaoğlu Deli Dumrul derlerdi. Bir er vardı. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Donc on retrouve, vous avez un peu entendu, les histoires racontées. Et alors ce qui a été beaucoup plus frappant pour moi, mais nous ne l'oublions pas, c'est un regard... C'est un regard pour le coup de francophoniste. C'est les adaptations au niveau des dessins animés qui se font actuellement. Ce qui m'a semblé... Alors ça, c'est Dédé Kerkhout, mais pour enfants. Alors je sais, là, vous ne devez pas entendre. Alors, c'est une série de dessins animés qui est disponible sur YouTube et où vous retrouvez les grands personnages, en fait, ceux dont on a parlé aujourd'hui. Donc, vous avez Ourouz, ou bien sûr, on ne retrouve pas du tout. Voilà, personnage Bessate, dont on a parlé aujourd'hui, enfin, dont on a parlé à l'instant, Beyrek. Et voilà, Dédé Kerkhout dans les pays turcophones. Et voilà, je voulais terminer sur ces images qui allègent un peu le propos. Merci beaucoup.